Elle est rouge, pauvre en calories, riche en vitamines et sécrète les hormones du bonheur. La tomate. Ses vertus ont hissé la pomme d'amour dans le palmarès des aliments les plus consommés. L'aventure de la tomate commence il y a plus de 500 ans, lorsque les premiers plants débarquent en Europe à bord des galions espagnols. L'intérêt des conquistadors pour cette plante herbacée se limitait à ses fleurs couleur jaune d'œuf. Contrairement aux prisonniers indiens, qui connaissaient bien cette plante et ses secrets. Terre, le signal que le périple harassant des Espagnols touchait à sa fin. Ils étaient enfin de retour chez eux. Pour leur rappeler le pays auquel on les avait arrachés, les Indiens n'avaient, eux, que ce petit fruit charnu qu'ils appellent tomateul, et dont le jus est considéré comme un élixir de vie. L'engouement des Européens pour la tomate ne se manifestera pas avant 200 ans. Les conquérants espagnols n'avaient Dieu que pour d'autres trésors. Seule la perspective de trouver de l'or poussait des commanditaires à financer leurs coûteuses expéditions. Le terme de leur voyage était le point de départ de la conquête du monde par la tomate. Mais nul ne devinait encore le potentiel caché de cette plante, qui a traversé l'Atlantique en toute discrétion. On est au paradis du goût, au paradis des tomates. S'il y a bien une chose qui définit la plénitude des hommes, c'est le goût. La cœur de bœuf, c'est la crème de la crème. Elle a un côté terreux très marqué. L'Autrichien Erich Stekowitsch est un spécialiste des tomates. Et sur leur qualité, il est intarissable. Cette tomate est extrêmement fruitée. Elle a un goût à la fois de mangue, de papaye et d'ananas. Cette tomate groseille de couleur jaune vient de très loin, du Pérou pour être précis. C'est la variété la plus ancienne de ma collection. C'est sans doute avec elle que tout a commencé. Les plants de tomates rapportés d'Amérique du Sud étaient offerts aux aristocrates qui avaient financé les expéditions. Ils apportaient une touche exotique dans leur jardin. La Pomi del Pérou est l'ancêtre de plus de 10 000 variétés de tomates actuelles. Mais cette diversité ne s'est pas faite en un jour. Dans les jardins, les tomates avaient de la concurrence. Un œil exercé et une bonne intuition suffiront à faire comprendre que la tomate a besoin de lumière.
Cette modeste solanacée brûle de se faire une place au soleil. La pâleur tendre des fruits cède la place au rouge vif. Ce n'est pas un simple rosissement, c'est une éruption. Cette coloration est due à un pigment, le lycopène. Nous avons la tomate verte de Moldavie, la Sarah noire, la beauté russe, la cœur de bœuf de Macédoine, la Goldita, la Blanche-Neige. Tous les arômes du monde sont réunis et rien n'est plus beau que le goût. Le goût nous parle du ciel. Avant, on imaginait volontiers que ces fruits délicieux étaient tombés du paradis, d'où le nom vernaculaire de paradis, utilisé en Autriche pour désigner la tomate. Erich Stekowicz offre à ses tomates le paradis sur terre. Elles sont couchées sur un lit de paille. La préparation commence au début de l'été. Environ 500 bottes de paille sont étalées dans les champs d'Erich. Le paillis freine la prolifération des mauvaises herbes et conserve l'humidité du sol après la pluie. De plus, la paille donne aux tomates un parfum caractéristique d'été. La tomate aime la chaleur. N'oublions pas qu'elle vient de pays chauds. La nuit, lorsqu'elle dort et se repose, la température du sol est maintenue grâce au paillage. La paille jaune d'or reflète aussi la lumière, ce qui accélère légèrement la maturation du fruit. Le soleil et le vent activent les hormones des fruits. Au cours du mûrissement, les tomates sont saturées d'acide et de sucre et multiplient leur taille par 10. Un cocktail énergétique qui renforce la saveur douce du fruit, sa principale arme de séduction. La production de plus de 400 substances chimiques est l'assurance de son intérêt gastronomique. Pourtant, la tomate n'entrera que très tardivement dans les habitudes culinaires des Européens. On s'en méfie, on la croit toxique. La ville de Naples sera son tremplin. Une ville bruyante, colorée, pleine de promesses, réceptive à la subtilité de la tomate. Aujourd'hui, la tomate est indissociable de la cuisine napolitaine. C'est à Naples qu'a commencé la liaison entre la tomate et le pain plat. Ce mariage particulièrement heureux, qui lança sa carrière gastronomique, est dû à la reine d'Italie, Margherita, comme nous l'explique Antonio Michele. Un soir, le roi a voulu manger une pizza au palais de Capodimonte, sa résidence d'été.
Un artisan réputé dans toute la ville a été chargé de confectionner une pizza avec de la mozzarella, des tomates et du basilic, aux couleurs du drapeau italien. Malgré ce clin d'œil patriotique, rien ne garantissait que ce plat tout simple soit apprécié par le couple royal. Non, mon chéri, faisons comme les gens du peuple. Mangeons avec les mains. La tomate fait honneur à sa réputation d'élixir d'amour. Le couple aura sans doute été troublé par la sensualité des tétons de Vénus. Ces petites tomates en grappes, appelées pomodorini del Pienolo, sont typiques de la région du Vésuve. On les conserve à l'ancienne. Piennolo signifie pendule. Les piennolo sont des tomates San Marzano, la variété de référence dans la gastronomie italienne. La conjonction du soleil de l'Italie du Sud, des coteaux secs et des sols volcaniques riches en minéraux leur confère un arôme très intense. La vie est belle dans cette région. Mais la tomate s'est implantée dans bien d'autres régions de l'Ancien Monde. Je voyage beaucoup et toujours en compagnie de tomates. Ces voyages sont très enrichissants. Ils combinent le meilleur et le plus intéressant de chaque pays. Un arôme d'ailleurs, un goût de là-bas, une couleur d'ici. La passion d'Irina Zacharias, les variétés rares. Cette femme née en Russie filme ses trésors pour ses amis du monde entier. Numéro 551, la pêche jaune. Elle a un goût délicat et une saveur douce, avec presque pas d'amertume. De nombreuses tomates restent vertes, même à maturité. Ma préférée, c'est celle-là, la numéro 152. Elle s'appelle littéralement pomme émeraude. Ces tomates poussent dans des conditions très rudes. C'est pourquoi elles ont une peau épaisse, un peu comme les humains. Un grand nombre des variétés anciennes qu'Irina cultive dans sa ferme bavaroise poussaient déjà dans le jardin familial, en Russie. Aujourd'hui, ses parents vivent en Allemagne. Sa mère est médecin, son père ingénieur agricole. Tous deux la soutiennent dans son activité, la production traditionnelle de semences. Extraire les pépins intacts de l'intérieur des fruits mûrs
demande doigté et savoir-faire. Lorsqu'Irina a quitté la Russie à 17 ans, elle avait plusieurs de ses graines dans ses bagages. C'était le bien le plus précieux de la famille. Celle-ci vient de Biélorussie. Celle-là d'Amérique. Cette autre vient de la ville de Tula, près de laquelle a vécu Tolstoï. Celle-là vient de Saint-Pétersbourg. Et ça, c'est une tomate du Mexique. Cette diversité est précieuse. Il faut absolument la conserver. Je me bats tous les jours pour aider ces tomates à ne pas disparaître. C'est important de conserver leurs principaux composants, de les sélectionner telles qu'elles sont, dans leur état d'origine. En Russie, c'est grâce aux tomates que mes parents ont pu survivre. Pendant la perestroïka, les fonctionnaires ne touchaient pas de salaire. Alors mes parents ont vendu les graines de leur collection. Ils proposaient différentes variétés en disant « c'est telle tomate et en voici les graines ». Et c'est ça qui les a aidés à surmonter cette période très difficile. C'était une sorte de troc avec des tomates. On s'entraidait. Irina Zacharias est à la fois cosmopolite et attachée à la terre. Des qualités qu'elle partage avec ses fruits qui jalonnent son parcours. J'ai quitté la Russie pour Israël avant de m'installer en Bavière. J'étais à la maison partout. Je m'enracine facilement dans un endroit. Sauf qu'en Russie, j'étais juive. En Israël, j'étais russe. Et ici, en Allemagne, je suis un peu une étrangère. C'est fantastique de vivre dans des pays différents. Mais parfois, on aurait envie de se sentir chez soi. Mais ce qui m'a toujours accompagnée, c'est ce goût qui me vient de mon enfance. Erich Stekovitch cultive une nouvelle génération du bon goût. Il n'ignore rien des propriétés et des particularités de ses protégés. Les tomates sont actuellement en période de maturation et se colorent très joliment. Une de nos particularités, c'est qu'on ne les arrose pas. Ainsi, soumises au stress, elles sont obligées de déployer leur panoplie de survie, d'étendre leurs racines très profondément à 2 mètres sous terre, pour tenter d'accéder à l'eau en se tordant dans tous les sens. Si on les déterrait, on constaterait qu'elles ont 22 kilos de racines. Grâce à ces racines implantées très profond, elles vont puiser les arômes et les minéraux contenus dans le sol, ce qui confère à leur chair une saveur intense et caractéristique. La tomate a fait la preuve de ses aptitudes hors du commun dans le désert du Qatar. Elle a noué une relation particulière avec des sportifs du cru. Sans les dromadaires de course, la tomate n'aurait jamais pu s'implanter dans cette région inhospitalière. Lorsqu'on plante des pieds de tomates dans le sol pierreux du désert, on ne s'attend pas à des exploits. C'est compter sans le génie adaptatif de la tomate et la richesse insoupçonnée des dromadaires. Leurs excréments constituent un engrais idéal, riche en azote et en minéraux.
Le menu de cet animal s'apparente à celui d'un athlète de haut niveau. De l'herbe fraîche et du blé cultivé spécialement, le tout d'excellente qualité. Plus d'1 tonne d'excréments est récoltée ici chaque semaine et étalée dans les champs. Le cheikh Mohamed Ayaï El-Koubessi possède une écurie de dromadaires de course, mais aussi la plus grosse plantation de tomates du pays, soit 40 hectares. Au début, on a planté des tomates dans le désert juste pour s'amuser. Puis on s'est pris au jeu et on a agrandi l'exploitation pour approvisionner le marché local. Aujourd'hui, notre production s'élève à presque 20 tonnes. Les tomates sont cultivées dans 310 tunnels en gaz très fine qui les protègent des insectes prédateurs. Dans le désert, le vent est un allié précieux. Il fait danser les pieds de tomates, comme on dit, ce qui accélère leur croissance et augmente la productivité. Le rendement à l'hectare est 1/3 plus élevé au Qatar que dans les pays voisins. Les tomates doivent leur saveur particulièrement douce au climat du désert. Les fortes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit favorisent en effet la production de fructose. La tomate a réussi à se faire une place dans les multiples goûts et parfums des terres d'Orient. Lorsqu'on observe Erich Tekovitch en plein travail, on pourrait le prendre pour un maniaque célébrant un culte obscur. Mais il sait parfaitement ce qu'il fait. Dans son grenier, il conserve les graines de 3200 variétés. Pour ce connaisseur, une poignée de pépins suffit à évoquer le goût du fruit à venir. On place les graines dans des collants pour empêcher les insectes de les dévorer. Ainsi stockées, les graines se conservent au moins 30 ou 40 ans, ce qui est exceptionnel pour des plantes cultivées. Ma variété préférée se trouve ici. C'est une tomate groseille jaune dont la semence a 1400 ans. Et aujourd'hui, elle s'apprête à partir avec 20 autres graines chez un amoureux de la tomate. Cet amoureux de la tomate, c'est la légende de Woodstock, Joe Cooker.
Joe Cooker cultive ses tomates sous serre, dans son ranch Mad Dog, à Crawford, Colorado. Sa passion pour les tomates remonte à l'enfance. Mon père, qui est mort depuis longtemps, cultivait un petit lopin de terre à Sheffield, en Angleterre. Et il m'y emmenait le dimanche après-midi. J'ai toujours été fasciné par l'odeur très caractéristique de la tomate. Puis je suis devenu chanteur de rock et je me suis totalement désintéressé du jardinage. Quand on s'est installé ici en 1992, dans cet endroit très loin de tout, je me suis demandé comment occuper mes loisirs. J'ai acheté une serre et mes souvenirs avec mon père ont refait surface. Et j'ai commencé à cultiver des tomates. So beautiful to me, such joy and happiness you bring. Like a dream, heaven's gift to me. You are so beautiful to me. C'est fascinant parce qu'il y en a des milliers. Tomate cocktail. Conciliabule entre amis des tomates. Il ne me reste plus qu'à me décider. Une chose est certaine, des tomates autrichiennes pousseront bientôt dans le Colorado. Voir la plante pousser et sortir de terre, c'est toujours un miracle. C'est comme un murmure. Les pieds de tomates adorent qu'on les caresse avec les doigts. Au début, ça les renforce. On peut aussi laisser la radio allumée la nuit pour leur faire écouter de la musique. Est-ce qu'elles préfèrent le blues ou la musique classique? Je dirais plutôt le blues. Mais avec les plantes, on ne peut pas savoir. En tout cas, elles sentent sûrement les vibrations. Buñol, en Espagne, a son festival, la Tomatina. Chaque été, il rassemble jusqu'à 40 000 aficionados de la tomate, armés de fruits trop mûrs. Ce divertissement inoffensif, dont l'origine remonte aux années 40, a pour but de réduire en bouillie une centaine de tonnes de tomates et de danser. Ce n'est sans doute pas un hasard si ce carnage a lieu dans un pays catholique où la tomate a longtemps été accusée d'être le fruit de Satan. On interdisait même aux jeunes femmes d'en consommer, par crainte qu'elles n'y prennent goût et ne deviennent nymphomanes.
Des chercheurs du monde entier tentent de déterminer quels gènes de la tomate stimulent nos papilles gustatives. Et quand on sait que la tomate puise dans un répertoire d'environ 500 composés chimiques, on se dit qu'elle est encore loin d'avoir livré tous ses secrets aromatiques. Le secret d'une tomate goûteuse, c'est une combinaison de 3 choses: l'odeur, l'arôme et la texture. Ces 3 facteurs sont analysés simultanément par notre cerveau. Ils convoquent nos souvenirs d'enfance, les tomates que nous avons mangées étant petits, mais aussi celles que notre mère a consommées, qui déterminent une prédisposition acquise dans le ventre maternel. Nicolas Schauer est spécialiste de biotechnologie végétale à l'Institut Max Planck de Potsdam, en Allemagne, où il planche sur la production de la tomate parfaite. Ces objets d'étude sont des variétés anciennes, comme la tomate sauvage du Pérou, à la teneur en sucre particulièrement élevée. L'objectif des scientifiques est d'hybrider les gènes aromatiques des variétés anciennes d'Amérique du Sud avec les variétés cultivées actuellement. Il faut au préalable déchiffrer le génome de la tomate. Les avancées de la recherche semblent vouloir faire mentir l'image de la tomate industrielle, gorgée d'eau et sans goût. Cette usine agricole aux Pays-Bas cultive déjà la prochaine génération de tomates au goût amélioré. Chaque pied fournit un rendement de 80 kg. Les tomates sont cultivées hors sol et sous perfusion. 120 millions de tonnes de tomates sont consommées chaque année dans le monde. Mais doit-on tabler sur la tomate unique pour satisfaire la demande ? Quand j'observe ces enfants, je me revois gamin quand on chargeait des tomates, que j'étais assis entre les cajots et que je me cachais derrière. J'ai encore l'odeur de la tomate dans la tête. Un parfum très sucré qui évoque la prune, la pomme, la poire. Même quand je ferme les yeux en plein hiver, cette odeur me colle à la peau. La vérité, c'est que je ne pourrais pas vivre sans tomates. Erich Tchekovitch transforme chaque été plus de 30 tonnes de tomates. Les produits tendent à se diversifier, depuis la sauce tomate classique jusqu'au chutney plus exotique. Entre la récolte et la transformation des tomates, il ne s'écoule jamais plus de 2 heures, afin de préserver le goût. C'est la dernière étape de la vie d'une tomate. Elles sont mûres à point. Et c'est le moment où l'on va chercher à enfermer l'arôme qu'elles ont développé, pour qu'il ressorte quand on ouvre le pot. Et pour qu'une fois le pot ouvert, quand on mange le contenu, on ait la sensation d'être au milieu des pieds de tomates. Tout ce que je cherche, c'est restituer le vrai goût de la tomate pour le plaisir des amateurs.
Un chapitre récent du fabuleux destin de la tomate s'écrit aujourd'hui en Chine. Le Xiongche, le fruit rouge de l'Occident, a mis longtemps à trouver sa place dans l'Empire du Milieu. Ce qui peut surprendre dans un pays où la couleur rouge symbolise le bonheur et la prospérité, et où on se marie en rouge. Aujourd'hui, la filière de la tomate est une manne pour la Chine. La culture, la récolte et la transformation représentent une activité économique majeure. Des champs immenses occupent la province du Xinjiang, dans le nord du pays, une région de steppe qui longe l'ancienne route de la soie. La tomate trace aujourd'hui son sillon, là où Marco Polo exporta jadis les nouilles de la Chine vers l'Italie. Avec 30 millions de tonnes par an, la Chine est le premier producteur mondial de tomates. Les fruits récoltés ici sont transformés en concentré de tomates. La Chine joue ainsi un rôle influent dans la fabrication d'une sauce célèbre, le ketchup. Au XVe siècle, en Chine, on mangeait le poisson avec une sauce épicée appelée ketchup. Des navigateurs anglais en ont rapporté en Europe et en Amérique du Nord, et Henry John Heinz s'en est sans doute inspiré pour créer sa célèbre sauce à la tomate. Aujourd'hui, la matière première du ketchup est produite dans des usines chinoises. Mais même réduite en purée, la tomate ne perd rien de ses qualités. Au contraire, la cuisson augmente l'action bénéfique du lycopène sur la santé. L'armée participe à ce business. Les soldats stationnés dans la région frontalière sont employés dans les usines. Le concentré est conditionné dans des fûts de 250 litres, puis expédié dans le monde entier, essentiellement en Europe. La tomate représente une importante source de profit pour la Chine. Désormais, elle veut aussi conquérir l'univers de la gastronomie. Dans le centre financier de Shanghai, elle a réussi à se rendre incontournable. Dans ce temple des gourmets appelé célèbre de Tomato, la tomate est un ingrédient VIP. Ici, tous les plats sont à base de tomates. La tomate doit son ascension en Chine à cet homme, le professeur Li Jingfu. Ce scientifique a expérimenté plusieurs variétés cultivées aujourd'hui dans les champs du Xinjiang. Je suis né et j'ai grandi à Suihua, un village de paysans du nord de la Chine. À cause du climat, pendant 6 mois de l'année, on n'avait pas de légumes frais. C'est pourquoi, quand j'ai passé l'examen d'entrée à l'université, j'ai demandé l'Institut d'agriculture. À l'époque, il n'y avait qu'une seule université à enseigner l'agriculture, et elle a toujours une excellente réputation. Je me suis inscrit au département d'horticulture, où j'ai étudié les légumes. Li Jingfu est tombé amoureux de la tomate lorsqu'il était étudiant. Mais ce fut un amour contrarié. Quand on a commencé à s'intéresser aux tomates, on s'est trouvé confronté au manque de graines, car les tomates provenaient de pays étrangers. Il a fallu se débrouiller pour en obtenir. Au marché, par exemple, si je tombais sur de bonnes tomates, j'allais jusqu'à débourser mon propre argent pour en acheter. De même, lorsque je me trouvais quelque part et que j'avais l'occasion de manger des tomates différentes de celles qu'on connaissait, je recrachais les graines et je les enveloppais dans du papier pour les ramener à l'Institut.
Vous voyez ce qu'il fallait faire pour récupérer des graines. La splendeur de la tomate se décline sous des formes diverses. Ces graines portent en germe la prochaine génération. La production de semences est indispensable pour préserver la diversité. Au château de Schiltern, en Autriche, l'association L'Arche de Noé conserve et entretient plus de 6000 variétés anciennes de fruits et légumes. Ce projet unique attire des amoureux des plantes du monde entier dans les jardins baroques du château. Et comme toujours, lorsque l'empereur des tomates rencontre la gardienne des tomates, la conversation porte sur les multiples nuances du goût. Magnifique. Tu fais tourner, comme un manège. Tout ça, ce sont de futures tomates. Il y en a une verte en train de mûrir, tu vois? Elle était blanc crème avant. Elle sent bon. Délicieux. Des oranges, mes préférées. Et ça, c'est quoi? Peut-être des tomates russes. Ça ressemble à la beauté russe. Tu connais? C'est toi, la beauté russe. Merci. À la tienne. Quand je vois cette diversité, tous ces goûts différents, toutes ces formes différentes, et quand je songe à l'histoire de ces tomates, aux voyages qu'elles ont effectués, au chemin qu'elles ont parcouru pour arriver jusqu'ici, je suis ulcéré par le projet de l'Union européenne d'interdire toutes ces variétés et de réduire l'offre à 5 hybrides qui n'ont aucun goût. Nous, en tout cas, on ne cédera pas. La tomate a montré son pouvoir de séduction et d'adaptation au fil de son long voyage. Elle a offert au monde un merveilleux cadeau. À nous de le conserver précieusement.